Tu ne seras jamais propriétaire, ma pauvre Kitty. Sibylle riait au dîner. Papa a approuvé, reste locataire toute ta vie. J'ai dit calmement, vous avez sûrement raison. Le lendemain, j'ai appelé mon gestionnaire, bloqué ses paiements, c'est fini. Sibylle a prononcé ces mots en rejetant la tête en arrière, un rire cristallin et cruel s'échappant de ses lèvres peintes d'un rouge trop vif. Autour de la table en acajou, le silence s'est fait, lourd, poisseux, seulement brisé par le bruit des vagues de la Méditerranée qui venaient s'écraser en contrebas de la terrasse de Cannes. Mon père, Géraud, a hoché la tête avec cette gravité qu'il réserve au moment où il pense dispenser une grande sagesse. Ta sœur a raison, a-t-il renchéri, en coupant son steak avec une précision chirurgicale. Toi, tu es faite pour l'instabilité. Reste locataire toute ta vie, c'est plus sûr pour quelqu'un comme toi. Tout le monde me regardait. Ma mère, Mariette, avec ce mélange habituel de pitié et de déception. Sibylle, avec son arrogance triomphante, trônant dans cette villa qu'elle prétendait être son royaume. Ils attendaient que je baisse les yeux. Que ma voix tremble. Que je m'excuse d'exister dans mon jean usé et mes baskets terreuses. Je ne leur ai rien donné de tout cela. J'ai inspiré lentement, laissant l'air salin remplir mes poumons, et j'ai posé ma fourchette. Vous avez sûrement raison, ai-je dit doucement. Un soupir de soulagement a parcouru la table. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que j'acceptais ma place de brebis galeuse, de raté de la famille. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière mon calme apparent, une décision irrévocable venait de se cristalliser. Parce que le lendemain matin, avant même que le soleil ne touche la croisette, j'allais passer un seul appel. Un appel qui allait réécrire toute l'histoire qu'ils croyaient contrôler. Un appel qui allait transformer leur mépris en un cauchemar financier absolu. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer le château de cartes de ma sœur, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Dites-moi en commentaire votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis tout, et c'est fascinant de voir à quel point nous sommes connectés. Revenons à ce dîner. L'air était saturé du parfum de Sibylle. Une imitation bon marché de Chanel numéro 5 qu'elle s'aspergeait trop généreusement pour masquer l'odeur de son anxiété. Elle venait de porter un toast à sa 3e année de propriété. À ma maison, avait-elle déclaré en levant sa coupe de champagne. À la réussite. À ceux qui osent prendre des risques, contrairement à d'autres. Elle m'avait jeté un regard en biais. Je venais d'arriver de Grasse, après une journée entière passée dans mes champs de roses centifolia. Je sentais la terre, le végétal, le travail manuel. Pour eux, je sentais l'échec. Pour moi, je sentais l'argent. Le vrai. Pas celui qu'on affiche sur Instagram. Je regardais mes neveux, Léo et Jade, qui mangeaient du homard avec appétit. Ils étaient la seule raison pour laquelle j'étais là. La seule raison pour laquelle je supportais cette mascarade depuis 3 ans. C'est incroyable comme l'immobilier a flambé à Cannes, continuait Sibylle, en faisant tourner le liquide doré dans son verre. Mon agent m'a dit que la valeur de cette villa a pris 20% depuis que j'ai signé l'acte de vente. C'est ça, le vrai investissement, Kitty. Pâté, tes petites fleurs. Papa Harry, un son sec. Ne l'ennuie pas avec la finance, Sibylle. Kitty ne comprend pas ces choses-là. Elle préfère vivre au jour le jour, dans ses cabanes. J'ai pris une gorgée d'eau pour faire passer l'amertume qui montait dans ma gorge. Ce n'était pas le goût de l'eau, mais celui de l'injustice. Ils étaient assis sur des chaises que j'avais payées. Ils mangeaient dans des assiettes que j'avais financées. Ils se trouvaient sous un toit dont je réglais chaque centime, chaque mois, depuis 36 mois. 4 800 €. C'était le montant exact qui quittait mon compte bancaire professionnel le premier de chaque mois pour atterrir sur celui du véritable propriétaire de cette villa. 4 800 € pour que Sibylle puisse jouer à la grande dame. 4 800 € pour que mes neveux aient une chambre stable. Et en retour? Je recevais du mépris. Tu devrais changer de voiture, a lancé ma mère, brisant mes pensées. Cette camionnette garée devant, ça fait tache dans le quartier. Les voisins vont croire que c'est le jardinier. C'est mon outil de travail, maman, ai-je répondu calmement. C'est une honte, voilà ce que c'est, a tranché Sibylle. Si tu travaillais plus dur,
peut-être que tu pourrais te payer une petite citadine correcte. Ou au moins laver celle-ci. J'ai regardé ma sœur. Vraiment regardé. J'ai vu la peur tapie au fond de ses yeux, cette peur panique de ne pas être assez, qu'elle maquillait avec des couches de fond de teint et de mensonges. Mais ce soir-là, ma compassion s'est tarie. Elle s'est évaporée comme une goutte de parfum sur une peau brûlante. Ils ont levé leur verre une dernière fois. J'ai levé le mien. À l'intérieur, je comptais les heures. Profitez bien de ce champagne, ai-je pensé. Car demain, la fête est finie. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début de la tempête. Ce que j'allais découvrir le lendemain matin allait transformer ma simple décision en une guerre totale. Le trajet de retour vers Grasse a été silencieux. Ma vieille camionnette Peugeot grinçait dans les virages serrés qui montaient vers les collines, s'éloignant des lumières artificielles et criardes de la côte. Plus je montais, plus l'air devenait pur, frais, chargé des effluves nocturnes du jasmin et de la rose de mai. C'est ici, dans la pénombre de l'arrière-pays, que résidait ma vérité. Ma famille me voyait comme une simple jardinière, une fille un peu bohème qui aimait traîner dans la boue. Ils n'avaient jamais cherché à comprendre ce que je faisais réellement. S'ils avaient posé la question, ne serait-ce qu'une fois, ils auraient su. Je ne suis pas jardinière. Je suis un né. Dans le monde de la parfumerie de luxe, c'est un titre de noblesse. Je ne fais pas pousser des fleurs pour les vendre au marché du dimanche. Je dirige le domaine de la rose, une exploitation de 5 hectares de terres rares, héritage d'un vieux maître parfumeur qui m'avait prise sous son aile quand ma propre famille me tournait le dos. Mes roses centifolia ne finissent pas dans des vases. Elles sont distillées pour créer l'absolu de rose, l'or liquide qui compose le cœur des parfums les plus prestigieux de chez Dior, Chanel ou Hermès. Je garai ma camionnette devant ma maison. Ce n'était pas une villa moderne avec piscine à débordement comme celle de Sibylle. C'était une bastide en pierre du XVIIIe siècle, nichée au cœur des champs, restaurée avec des matériaux nobles, cachée derrière des murs de cyprès. Ici, pas de bling-bling. Juste du chêne massif, de la pierre de taille, et des œuvres d'art discrètes. En entrant dans mon laboratoire privé, une pièce à température contrôlée remplie de fioles et de balances de précision, j'ai senti mes épaules se détendre. C'était mon sanctuaire. Ici, je n'étais pas la ratée. J'étais l'experte que les grandes maisons s'arrachaient. Une seule de mes formules exclusives se vendait plus cher que ce que Sibylle espérait gagner en 10 ans de placement de produits sur Instagram. J'ai allumé la petite lampe de bureau et j'ai sorti mon carnet de comptes. Pas celui que je montrais à mes parents, où je notais mes dépenses de survie. Mais le vrai. Celui géré par ma société holding. J'ai tourné les pages jusqu'à la ligne intitulée « Projet Sibylle, aide logement ». J'ai passé mon doigt sur les chiffres. Janvier, 4 800 €. Février, 4 800 €. Mars, 4 800 €. La colonne s'étirait sur 3 ans. 36 lignes. Une somme astronomique pour une simple location. Mais pour moi, ce n'était pas un investissement immobilier. C'était le prix de ma tranquillité d'esprit. Le prix pour savoir que mes neveux dormaient en sécurité. Je me suis servi un verre de vieux cognac, un millésime rare qu'un client m'avait offert après la création d'un parfum sur mesure pour sa femme. J'ai fait tourner le liquide ambré, imitant le geste de Sibylle quelques heures plus tôt. Pourquoi avais-je gardé le secret si longtemps? Parce que je connaissais ma famille. S'ils avaient su que je possédais le domaine, que mes revenus annuels comportaient 6 €, ils ne m'auraient pas vu comme une fille ou une sœur. Ils m'auraient vu comme un distributeur automatique. J'avais choisi le mépris plutôt que l'exploitation. J'avais choisi d'être la déception de la famille pour protéger ce que j'avais bâti. Mais ce soir, l'équation avait changé. Le mépris était devenu insupportable. L'exploitation, bien que secrète, était devenue totale. J'ai regardé par la fenêtre, vers les lumières lointaines de Cannes. Sibylle dormait probablement dans des draps en soie égyptienne que j'avais payés, rêvant qu'elle était la reine du monde. Elle ne se doutait pas que la véritable reine, celle qui tenait les cordons de la bourse, venait de décider de fermer le robinet. Pourtant, une part de moi hésitait encore. C'était ma sœur. C'était le sang. Pouvais-je vraiment la laisser couler? C'est alors que mon téléphone a vibré sur le plan de travail en marbre.
Une notification de ma banque. Il était 2 heures du matin. Ce que j'ai lu sur l'écran a balayé mes dernières hésitations comme un mistral violent balaie les feuilles mortes. Ce n'était pas juste de l'ingratitude. C'était du vol. Pour comprendre la violence de ce qui allait suivre, il faut que je vous ramène 3 ans en arrière. À l'époque où le masque de Sibylle s'était fissuré pour la première fois. C'était un mardi pluvieux de novembre. Sibylle avait débarqué chez moi, non pas à la Bastide, elle ignorait son existence et pensait que je vivais dans la petite dépendance du gardien mais devant le portail du domaine. Elle était trempée, le mascara coulant sur ses joues, serrant contre elle Léo et Jade, qui pleuraient de froid. Elle venait de se faire mettre à la porte par son mari, un promoteur immobilier véreux qui avait vidé leur compte commun avant de s'enfuir avec une mannequin de 20 ans. Sibylle n'avait plus rien. Pas de carte bleue, pas de toit, pas de dignité. Juste ses vêtements de marque et 2 enfants terrifiés. « Aide-moi, Kitri », avait-elle supplié, à genoux dans la boue. « Je t'en supplie. Je ne peux pas aller chez papa et maman, ils vont me juger, ils vont dire que je n'ai pas su tenir mon mari. Je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai tout raté. » J'avais regardé mes neveux. Léo avait 4 ans à l'époque, Jade 2. Il tremblait. Mon cœur s'était brisé. Je ne pouvais pas laisser ces enfants payer pour les erreurs de leurs parents. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» avais-je demandé. « J'ai trouvé une maison », avait-elle dit, les yeux brillants d'une fièvre désespérée. « À Cannes. C'est important pour mon image, Kitri. Si je reste à Cannes, je peux prétendre que tout va bien. Je peux garder mes contacts, retrouver un mari riche, rebondir. Mais il me faut un garant. Et il me faut quelqu'un pour payer le loyer les premiers mois. Juste le temps que je me retourne. » Elle m'avait tendu la brochure. Une villa avec vue mer, 4 800 € par mois. C'est de la folie, Sibylle, avais-je lâché. Prends un appartement modeste. Non, avait-elle hurlé. Si je prends un appartement, je suis morte socialement. Mon ex va gagner. Il faut que je montre que je suis forte. S'il te plaît. Tu n'as pas d'enfant, tu travailles tout le temps, tu dois avoir des économies. Elle pensait que je puiserais dans de maigres économies de jardinière. Elle ne savait pas que je venais de signer un contrat exclusif avec une maison de haute couture parisienne. J'avais passé un accord avec elle. Un pacte faustien. D'accord, avais-je dit. Je vais payer le loyer. Je vais passer par ma société pour que ce soit anonyme. Tu diras à papa et maman que tu as réussi à garder la maison grâce à tes talents de négociatrice. Mais c'est temporaire, Sibylle. 6 mois. Maximum. Elle m'avait sauté au cou, me jurant reconnaissance éternelle. Les 6 mois étaient passés. Elle n'avait pas trouvé de travail. Le marché est difficile, disait-elle. 1 an était passé. Je lance mon blog, ça va payer bientôt. 2 ans. Les enfants ont besoin de stabilité, tu ne vas pas les mettre à la rue ? C'était devenu son arme favorite, le chantage affectif. À chaque fois que j'essayais d'arrêter les virements, elle m'envoyait des photos des enfants, heureux dans leur jardin, ou pire, elle menaçait de dépression, laissant entendre qu'elle ne pourrait plus s'occuper d'eux. Alors j'avais continué. J'avais payé 4 800 € par mois pour le loyer. Plus une carte de crédit, de secours, avec un plafond de 2 000 € pour la nourriture et les frais scolaires des enfants. Et comment m'avait-elle remercié ? En construisant un mensonge élaboré. Aux yeux de nos parents, Sibylle était devenue une génie de l'immobilier. Elle leur avait raconté qu'elle avait acheté la villa grâce à des investissements en crypto-monnaie. Elle s'était inventé une vie de femme d'affaires à succès. Et pour que son mensonge tienne, il fallait qu'il y ait un contrepoids. Il fallait un échec pour mettre en valeur sa réussite. J'étais devenue ce contrepoids. Plus je payais pour elle, plus elle me rabaissait. C'était un mécanisme psychologique pervers. Pour supporter l'humiliation d'être entretenue par sa petite sœur ratée, elle devait se convaincre qu'elle était supérieure à moi. Elle devait m'écraser pour se sentir grande. Pendant 3 ans, j'ai accepté ce rôle. J'ai été l'ombre pour qu'elle puisse être la lumière. J'ai été le silence pour qu'elle puisse être le bruit. Mais ce message de la banque, à 2 heures du matin, venait de briser le pacte. Je regardais l'écran de mon téléphone, incrédule.
La notification indiquait une transaction refusée, car dépassant le plafond, puis forcée sur la carte de secours. 5 000 €. Lieu, boutique Louis Vuitton, Cannes Croisette. Je suis allée sur son Instagram. Elle venait de poster une story. On y voyait un sac à main capucine en cuir exotique, posé sur le siège passager de sa voiture de location. La légende disait « Parce que je le vaux bien ». Les femmes fortes ne demandent rien à personne. Elles prennent ce qu'elles méritent. #selfmade #bossbabe. J'ai senti une colère froide, métallique, envahir mes veines. Elle n'avait pas acheté de nourriture pour mes neveux. Elle n'avait pas payé de frais de scolarité. Elle avait utilisé l'argent que je gagnais à la sueur de mon front, dans la terre et les laboratoires, pour s'acheter un sac à main et m'insulter publiquement avec ce #selfmade. Je n'étais plus sa sœur. Je n'étais plus sa bienfaitrice. J'étais sa victime. Et une victime qui se réveille est la chose la plus dangereuse au monde. J'ai posé le verre de cognac. J'ai pris mon téléphone. Il était tard, mais je savais que mon message serait lu à la première heure. Profite bien de ton sac, Sibylle, ai-je murmuré dans la nuit vide de ma Bastide. Parce que tu vas avoir besoin de quelque chose de solide pour y mettre tes affaires quand tu seras à la rue. Ce que j'ai fait le lendemain matin n'était pas une vengeance. C'était une correction de marché. Brutale. Efficace. Le soleil s'est levé sur les champs de roses, illuminant les pétales d'un rose tendre, presque irréel. D'habitude, cette vue suffisait à apaiser n'importe quelle tourmente en moi. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la beauté du paysage me semblait être une insulte à la laideur de la situation. Je n'avais pas dormi. La colère m'avait tenu éveillée, alimentée par chaque souvenir, chaque remarque acerbe, chaque sourire condescendant de ces 3 dernières années. J'avais revu le film de ma stupidité. J'avais confondu gentillesse et faiblesse. J'avais cru que l'amour inconditionnel signifiait tout accepter. Mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. À 8 heures précises, j'étais dans mon bureau, une tasse de café noir fumant devant moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les relevés bancaires détaillés. C'était pire que ce que je pensais. En épluchant les petits caractères, j'ai réalisé que les frais scolaires des mois précédents étaient en réalité des cours de pilates privés et des séances de cryothérapie. Les courses alimentaires étaient des déjeuners dans des restaurants de plage hors de prix. Sibylle ne se contentait pas de survivre grâce à moi. Elle vivait une vie de millionnaire avec mon argent, tout en me traitant de paysanne. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment de vérité. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous essayé de lui parler une dernière fois? Auriez-vous continué à payer pour le bien des enfants? Ou auriez-vous tout coupé net, sans préavis? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir si je suis la seule à avoir eu cette réaction radicale. J'ai composé le numéro de Tancred, mon gestionnaire de patrimoine et avocat. Un homme redoutable, qui gérait mes affaires avec la précision d'un sniper. Il a décroché à la 2e sonnerie. Quitterie? Il est tôt. Un problème avec la récolte? Non, Tancred. Un problème avec le passif. Ma voix était étonnamment stable, dénuée de toute émotion. C'était la voix que j'utilisais pour négocier des contrats internationaux, pas celle de la petite sœur effacée. Je t'écoute. Je veux que tu annules l'ordre de virement permanent vers l'agence immobilière de Cannes. Celui de 4 800 €. Immédiatement. Il y a eu un silence au bout du fil. Tancred connaissait la situation. Il m'avait souvent conseillé d'arrêter, mais il n'avait jamais insisté, respectant mes choix familiaux. Immédiatement? Le virement est programmé pour demain matin, le 1er du mois. Si on l'annule maintenant, le loyer ne sera pas payé. C'est exactement le but, ai-je répondu. Très bien. Et pour la caution solidaire? Révoque-la. Envoie un recommandé à l'agence pour signifier que ma société ne se porte plus garante de Madame Sibylle à compter de ce jour. Trouve une clause. N'importe laquelle. Dis que le locataire a violé les termes de l'accord moral. J'entendais le cliquetis de son clavier. Le son de ma libération. C'est fait pour le virement. Pour la caution,
ça prendra quelques jours légalement, mais l'agence sera notifiée dans l'heure. Autre chose? Oui. La carte Business Black au nom de Sibylle. Je la bloque? Non, ai-je dit, un sourire triste aux lèvres. Déclare la volée. Comme ça, si elle essaie de l'utiliser, le terminal affichera « carte à capturer ». Ça lui fera un souvenir impérissable à la caisse de son prochain magasin de luxe. Tancred a laissé échapper un petit rire sec. C'est brutal, Kitry. Ce n'est pas ton genre. Si, c'est mon genre, ai-je rectifié. C'est juste que je ne l'avais jamais montré. C'est noté. Tout est verrouillé d'ici 10 minutes. Merci, Tancred. J'ai raccroché. Le silence est retombé dans le bureau. Je me suis senti flotter, comme si une encre de plusieurs tonnes venait d'être détachée de ma cheville. J'avais peur, oui. Peur de la tempête qui allait s'abattre. Mais pour la première fois depuis 3 ans, je ne me sentais plus sale. Je ne me sentais plus complice de ce mensonge. J'ai repris une gorgée de café. Il avait un goût meilleur. Plus fort. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Sibylle vivait dans une bulle où l'argent apparaissait par magie. Elle ne vérifiait jamais ses comptes. Elle ne s'en rendrait compte que lorsque la réalité viendrait frapper à sa porte. Ou plutôt, lorsque sa carte serait refusée. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. L'illusion d'intouchabilité de ma sœur était sur le point de se fracasser contre le mur de ma nouvelle résolution. 2 jours se sont écoulés. 2 jours d'un calme étrange, presque surnaturel. Je travaillais dans mon laboratoire, assemblant des notes de bergamote et de vétiver, l'esprit concentré sur mes créations. Mon téléphone restait silencieux. Sibylle ne m'appelait jamais, sauf quand elle avait besoin de quelque chose. Et comme elle pensait que le « robinet magique » coulait toujours, elle n'avait aucune raison de me contacter. Elle devait être trop occupée à pavaner avec son nouveau sac Louis Vuitton. Mais le 3e jour, à 14h30, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Sibylle. J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. 3 fois. J'imaginais la scène. Elle devait être quelque part, peut-être au supermarché bio de luxe où elle achetait des jus détox à 15 €, ou dans une boutique de vêtements pour enfants. Elle avait tendu sa carte. Le terminal avait bipé. Paiement refusé. Elle avait dû rire, dire « Oh, ces puces électroniques, tellement capricieuses » et demander à réessayer. Bip. Carte à capturer. J'ai décroché à la 5e sonnerie. Allô? Ma voix était neutre. Kitry. Enfin. Sa voix était aiguë, stridente, au bord de l'hystérie. C'est quoi ce bordel? Ma carte ne passe pas. Je suis chez le coiffeur, j'ai les mèches sur la tête, et ils me disent que la banque demande de garder la carte. C'est humiliant. Je me suis appuyée contre ma paillasse de travail, observant le liquide doré dans une éprouvette. C'est normal, Sibylle. J'ai fait opposition. Il y a eu un silence au bout du fil. Un silence de choc pur. Comme si je venais de lui parler en chinois. Quoi? Tu as perdu la carte? Mais je l'ai dans la main. Non. Je n'ai pas perdu la carte. J'ai annulé la carte. Et j'ai annulé le virement du loyer aussi. Quoi? Le mot est sorti comme un aboiement. Mais de quoi tu parles? Le loyer? Mais l'agence va m'appeler. Si ce n'est pas payé avant ce soir, j'ai des pénalités. Kitry, arrête tes blagues, ce n'est pas drôle. Remets l'argent tout de suite. Le ton. C'était ce ton d'ordre, ce ton de grande sœur qui parle à une gamine irresponsable. C'est ce qui a scellé son destin. Ce n'est pas une blague, Sibylle. C'est fini. Je ne paie plus. Ni le loyer, ni la carte, ni rien. Tu es toute seule. Toute seule? Elle a ri, un rire nerveux, craquelé. Mais tu ne peux pas faire ça. J'ai les enfants. Tu veux qu'on dorme dehors? Tu es une monstre. Tout ça parce que j'ai fait une petite remarque au dîner l'autre soir? Tu es tellement susceptible, mon Dieu. C'est pathétique de se venger comme ça pour des mots. Ce n'était pas juste des mots, ai-je répondu calmement. C'était 3 ans de mots.
3 ans de mépris. Et surtout, Sibylle, le sac Louis Vuitton. J'ai entendu son souffle se couper. Le sac? Oui. Le sac Capucine à 5 000 €. Acheté avec la carte qui devait servir à nourrir Léo et Jade. J'ai vu le relevé. J'ai vu ton post Instagram. #selfmade, vraiment? Elle a bafouillé. C'était un investissement. Pour mon image. Tu ne comprends rien au business, Kitri. Il faut paraître riche pour attirer la richesse. C'était pour nous sortir de là. Eh bien, maintenant tu vas pouvoir tester ta théorie, ai-je tranché. Vends le sac. Ça te paiera peut-être un mois de loyer dans un studio. Mais pour la villa, c'est terminé. Tu ne feras pas ça, a-t-elle sifflé, sa voix devenant venimeuse. Je vais appeler papa. Je vais leur dire ce que tu fais. Je vais leur dire que tu nous laisses tomber par jalousie. Appelle-les, ai-je dit. Dis-leur tout. Mais n'oublie pas une chose, quand on appelle à l'aide, il faut être prêt à dire la vérité. Tu vas le regretter, petite garce ingrate, a-t-elle hurlé avant que je ne raccroche. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline de la confrontation. Elle n'avait montré aucun remords. Aucune excuse. Juste de la colère et des menaces. Elle pensait que papa allait régler le problème. Elle pensait que son statut d'enfant préféré allait la sauver encore une fois. Elle ne savait pas que je venais de charger l'arme qui allait détruire son monde. Et elle s'apprêtait à appuyer sur la gâchette elle-même. L'appel de mon père n'a pas tardé. 10 minutes, pour être exact. Le temps pour Sibylle de composer son numéro, de pleurer, de déformer la réalité et de se peindre en victime sacrificielle. Le nom, papa, clignotait sur mon écran. Je ne l'ai pas pris. Je savais exactement ce qu'il allait dire. Il allait crier, m'ordonner, me culpabiliser sans même écouter ma version. Je n'étais pas prête à subir ça par téléphone. Je voulais voir leur visage quand la vérité éclaterait. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Le reste de la journée a été un ballet surréaliste. Mon téléphone affichait des dizaines de notifications manquées. 5 appels de papa. 3 appels de maman. 12 messages de Sibylle, alternant entre supplications, Kitri, s'il te plaît, je t'en supplie, les enfants pleurent, et insultes, tu es une égoïste, tu vas brûler en enfer. Même mon oncle Pierre, qui ne m'appelait jamais, a essayé de me joindre. Sibylle avait dû mobiliser toute la cavalerie familiale. Pendant ce temps, dans le monde réel, les conséquences de mes actes commençaient à se faire sentir. Tancred m'a envoyé un email laconique, agence notifiée. Ils ont rappelé Sibylle. Ils menacent d'expulsion sous 48 H pour défaut de paiement et rupture de garantie. Ils sont furieux. J'imaginais la scène à Cannes. Le coiffeur qui demandait un autre moyen de paiement. Sibylle fouillant dans son sac, rouge de honte, obligée peut-être de laisser sa montre en gage ou d'appeler un ami pour venir la payer. Puis le retour à la villa, l'appel de l'agence immobilière lui annonçant qu'elle n'avait plus de garant. Le château de cartes ne s'effondrait pas. Il était pulvérisé. Le soir venu, j'ai finalement écouté le message vocal de mon père. Sa voix tremblait de rage. Kitri, je ne sais pas ce qui te prend. Ta sœur m'a appelé en larmes. Elle dit que tu as piraté ses comptes? Que tu as bloqué son accès à ses propres économies? C'est criminel. Je ne t'ai pas élevé comme ça. On ne vole pas sa famille. Tu vas rétablir tout ça immédiatement et tu vas t'excuser. Si tu ne règles pas ça ce soir, ne te considère plus comme ma fille. J'ai réécouté le message. Pirater ses comptes. Ses propres économies. C'était donc ça son mensonge. Elle leur avait fait croire que l'argent venait d'elle, et que j'avais, d'une manière ou d'une autre, pris le contrôle de ses finances pour la nuire. C'était tellement absurde que c'en était presque brillant. Elle utilisait leur ignorance technologique et leurs préjugés selon lesquels j'étais là, méchante, pour inverser les rôles. J'ai souri. Un sourire triste, mais déterminé. Elle venait de creuser sa propre tombe. En mentant aussi grossièrement, elle rendait la vérité encore plus dévastatrice. J'ai envoyé un seul SMS,
dans le groupe de discussion familiale Famille Bonheur, quelle ironie. Je ne réglerai rien par téléphone. Je viens demain soir à la maison. Réunissez tout le monde. Sibylle aussi. On va mettre les choses à plat. La réponse de ma mère a été immédiate, viens seule. Et prépare-toi à t'expliquer. Je me suis couchée tôt ce soir-là. J'avais besoin de force. Demain, je n'allais pas seulement affronter ma famille. J'allais détruire l'image qu'ils avaient de moi, et surtout, l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Le lendemain, avant de partir, je suis passée par mon garage. Pas celui où je garais la Peugeot. L'autre? Celui qui était toujours fermé à clé. J'ai retiré la bâche qui recouvrait ma voiture personnelle. Celle que je n'utilisais que pour mes rendez-vous d'affaires à Monaco ou à Milan. Une Porsche Panamera hybride, gris volcan. Élégante, puissante, silencieuse. Le symbole ultime de ma réussite, que j'avais caché par pudeur. J'ai caressé le capot froid. Aujourd'hui, tu sors, ai-je murmuré. Fini de se cacher. J'ai pris le dossier cartonné que j'avais préparé. Relevé bancaire, contrat, email, photo Instagram imprimée. Tout y était. Je suis montée dans la voiture. Le moteur a ronronné doucement. J'ai mis le cap sur la maison de mes parents. Je ne venais pas en fille repentante. Je venais en juge, en jury et en bourreau. La maison de mes parents était une construction bourgeoise classique des années 80, située dans un quartier résidentiel de Mougins. C'était la maison de mon enfance, le théâtre de toutes mes insécurités, l'endroit où j'avais appris à me taire pour ne pas déranger. Quand je suis arrivée dans l'allée, j'ai vu la voiture de location de Sibylle déjà garée. Elle était arrivée avant moi pour préparer le terrain, pour verser ses larmes de crocodile et solidifier son histoire. J'ai garé la Porsche juste derrière la voiture de mon père. J'ai coupé le moteur. J'ai pris une seconde pour regarder mes mains sur le volant en cuir. Elles ne tremblaient plus. Je suis sortie. J'ai lissé ma veste de tailleur, une pièce de créateur que je portais rarement devant eux. J'ai pris mon dossier. Et j'ai sonné. C'est ma mère qui a ouvert. Son visage était fermé, ses yeux rouges. Elle a ouvert la bouche pour me dire quelque chose, probablement une réprimande sur mon retard ou mon attitude, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge quand son regard s'est posé par-dessus mon épaule. Elle fixait la Porsche. C'est, à qui est cette voiture, a-t-elle bégayé. Tu as un nouveau petit ami riche? Même dans ce moment, elle ne pouvait pas imaginer que c'était la mienne. Pour elle, la réussite ne pouvait venir que d'un homme. C'est ma voiture, maman, ai-je dit en entrant sans attendre son invitation. Dans le salon, l'ambiance était funèbre. Papa était assis dans son fauteuil, les bras croisés. Sibylle était recroquevillée sur le canapé, un mouchoir à la main, jouant la comédie de la femme brisée. Léo et Jade n'étaient pas là, Dieu merci. Probablement chez une voisine. Tu as du culot de venir ici avec cette attitude, a grondé mon père sans se lever. Ta sœur est en train de tout perdre à cause de tes manigances informatiques, et toi tu arrives, pimpante? Je n'ai rien manigancé, papa, ai-je coupé. Ma voix a résonné dans la pièce, plus forte que d'habitude. Et Sibylle ne perd rien qui lui appartenait. Sibylle a relevé la tête. Ses yeux lançaient des éclairs, mais j'y voyais aussi une terreur pure. Elle savait que j'avais le dossier sous le bras. Ne l'écoute pas, papa, a-t-elle crié. Elle va encore inventer des histoires. Elle est jalouse. Elle veut me voir à terre parce qu'elle ne supporte pas que j'ai réussi ma vie alors qu'elle traîne dans la boue. Réussir ta vie? J'ai laissé échapper un rire sans joie. Sibylle, tu ne possèdes rien. Absolument rien. Comment oses-tu? Mon père s'est levé, menaçant. Ta sœur a acheté cette villa. Elle s'est battue seule après son divorce. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as aidée? Non. Tu as profité de ta petite vie égoïste. C'est ce qu'elle vous a dit? J'ai avancé vers la table basse en verre. Elle vous a dit qu'elle avait acheté la villa? Bien sûr qu'elle l'a achetée, a intervenu ma mère. On a vu les photos. On a vu sa réussite. Vous avez vu ce qu'elle voulait vous montrer. J'ai posé le dossier sur la table.
Le bruit du carton lourd contre le verre a fait sursauter Sibylle. Regardez, ai-je ordonné. Je ne regarderai pas tes faux documents, a craché Sibylle en essayant d'attraper le dossier. Je l'ai repoussé d'un geste sec. Touche à ça, et j'appelle mon avocat pour porter plainte pour abus de confiance. Le mot « avocat » a figé mon père. Il m'a regardé avec une expression nouvelle. Il ne voyait plus la petite Kitty. Il voyait une étrangère dangereuse. Il a tendu la main et a pris le dossier. Non, papa, ne regarde pas, a gémi Sibylle. Elle s'est effondrée dans le canapé, se cachant le visage dans les mains. Elle savait que c'était la fin. Mon père a ouvert la première page. C'était le contrat de location. Locataire, Sibylle X, garant et payeur, société Rose d'Or Holdings, gérante, Kitty X. Il a froncé les sourcils. Il a relu. Qu'est-ce que c'est que ça? Tourne la page, ai-je dit. Il a tourné. Les relevés bancaires. Janvier, 4 800 €. Destinataire, agence immobilière Cannes. Février, 4 800 €. Mars. Il a feuilleté les pages, de plus en plus vite. Ses mains ont commencé à trembler. Et la dernière section, ai-je indiqué. Les relevés de la carte de crédit. Il a regardé. Louis Vuitton. Spa du Majestic. Restaurant La Palme d'Or. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber. Ma mère s'est approchée, a regardé par-dessus l'épaule de mon père, et a porté la main à sa bouche, étouffant un cri. 4 800 €. A murmuré mon père, la voix cassée. Par mois? Depuis 3 ans, ai-je confirmé. Faites le calcul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? 172 800 €. J'ai prononcé le chiffre lentement, en détachant chaque syllabe. C'est la somme exacte que j'ai versée pour le loyer de Sibylle ces 3 dernières années. Sans compter les 72 000 € de dépenses sur la carte de crédit que je lui avais confiée pour les enfants. Mon père s'est laissé retomber dans son fauteuil comme si on venait de lui couper les tendons. Son visage était devenu gris. Il regardait les papiers, puis Sibylle, puis moi, incapable de connecter les points. Mais, elle a dit qu'elle avait acheté. Balbutiait ma mère. Elle a dit que c'était ses investissements. Il n'y a pas d'investissement, maman, dis-je doucement. Sibylle est ruinée depuis son divorce. Je la soutiens à bout de bras depuis le premier jour. Sibylle a relevé la tête. Son visage était ravagé par les larmes et le mascara, mais son expression n'était pas celle du remords. C'était de la haine pure. Tu es contente, hein, a-t-elle craché. Tu as réussi ton petit effet. Tu voulais m'humilier. Tu voulais montrer que tu es meilleur que moi. Je ne voulais rien de tout ça, ai-je répliqué. Je voulais juste t'aider. Je voulais que mes neveux aient un toit. J'ai accepté de rester dans l'ombre. J'ai accepté tes mensonges. J'ai même accepté que tu me traites de ratée devant tout le monde. Mais tu as dépassé les bornes, Sibylle. Je me suis tournée vers mon père. Tu te souviens du dîner, papa? Tu m'as dit, reste locataire toute ta vie. Tu m'as dit que je ne comprenais rien à l'argent. Eh bien, regarde ces papiers. C'est moi qui paie. C'est mon argent qui finance cette illusion de réussite que tu admires tant chez elle. Mon père a levé les yeux vers moi. J'y ai vu de la honte. Une honte profonde, dévastatrice. Pour un homme fier comme lui, réaliser qu'il avait méprisé la fille qui portait la famille à bout de bras était une blessure narcissique mortelle. Pourquoi tu ne nous as rien dit, a-t-il chuchoté. Parce que je savais ce qui se passerait, ai-je répondu. Si je vous avais dit que je gagnais bien ma vie, vous m'auriez traité différemment. Non pas avec respect, mais avec intérêt. Et Sibylle, si j'avais dit la vérité, elle n'aurait jamais pu jouer son rôle de princesse. Tu as acheté un sac à 5 000 €, a soudainement explosé ma mère en se tournant vers Sibylle. Avec l'argent de ta sœur? Alors que tu nous disais que tu épargnais pour l'avenir des petits? Sibylle s'est recroquevillée.
J'en avais besoin. J'étais déprimée. Vous ne comprenez pas la pression que je subis. La pression? J'ai ri. La pression de quoi? De choisir entre le caviar et la truffe? Je travaille 12 heures par jour, Sibylle. Mes mains sont abîmées par la terre et les produits chimiques. Et toi, tu utilises mon travail pour jouer les riches héritières. J'ai repris le dossier sur la table. C'est fini. L'agence a été prévenue. Le bail est résilié. Tu as 1 semaine pour quitter la villa. Après ça, les serrures seront changées. 1 semaine, a hurlé Sibylle. Mais où je vais aller? Elle s'est tournée vers nos parents. Papa, maman, vous ne pouvez pas la laisser faire ça. Elle me met à la rue. Mon père a regardé sa fille aînée, celle qu'il avait mise sur un piédestal toute sa vie. Puis il a regardé les relevés bancaires éparpillés sur la table. La réalité des chiffres était implacable. Tu nous as menti, a dit mon père. Sa voix était froide. Pendant 3 ans. Tu t'es moqué de nous. Et tu t'es moqué de ta sœur qui te sauvait la vie. Mais papa... Tais-toi. Le cri de mon père a fait trembler les murs. Pas un mot de plus. Tu es une honte. Sibylle a éclaté en sanglots, des vrais cette fois. Des sanglots de terreur. Elle venait de perdre son dernier filet de sécurité, l'aveuglement de nos parents. Je me sentais vide. Pas de joie. Juste un immense épuisement. Je ne vous demande pas de me rembourser, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Considérez ces 250 000 € comme un cadeau d'adieu. C'est le prix de ma liberté. Mais à partir de maintenant, je ne donne plus un centime. Ni pour la maison, ni pour les courses, ni pour les anniversaires. Je me suis arrêtée sur le seuil et je me suis retournée une dernière fois. Et papa? La prochaine fois que tu voudras donner des leçons de finance à quelqu'un, assure-toi de savoir qui paie l'addition. Je suis sortie. L'air du soir était frais. Je suis montée dans ma Porsche. En démarrant, j'ai vu ma mère pleurer à la fenêtre et mon père, la tête dans les mains. C'était une victoire, oui. Mais une victoire qui avait le goût des cendres. Les jours qui ont suivi ont été le théâtre de l'effondrement total du monde de Sibylle. Sans mon soutien financier, la réalité l'a frappée avec la violence d'un train de marchandises. Elle a dû vendre ses meubles de créateur, ses vêtements, et bien sûr, le fameux sac Louis Vuitton, pour payer les frais de déménagement et ses dettes immédiates. Elle a dû quitter la villa de Cannes. J'ai su par ma mère qu'elle avait fait une scène terrible lors de l'état des lieux, accusant l'agent immobilier de complot, avant d'être escortée dehors par la sécurité. Elle a atterri là où elle devait être, dans l'ancienne chambre d'amis au sous-sol de la maison de nos parents. C'était une chute vertigineuse. Passer d'une villa avec vue mer à une pièce semi-enterrée chez ses parents à 34 ans. Mais c'était nécessaire. Mon père a changé. Il m'a appelé 1 semaine après la confrontation. Kitty. Sa voix était hésitante, dépourvue de son arrogance habituelle. Je voulais te dire. Ta sœur a tout avoué. On a vu l'état de ses finances. C'est catastrophique. Je sais, papa. Je suis désolé, a-t-il lâché. Les mots semblaient lui écorcher la bouche. Je t'ai sous-estimé. J'ai été aveugle. Ce que tu as fait pour elle, c'était plus que ce que n'importe qui aurait fait. Merci, papa. Mais, est-ce que tu pourrais, juste l'aider un peu pour redémarrer? Juste un petit prêt? J'ai fermé les yeux. Il ne changerait jamais complètement. L'instinct de sauver le soldat Sibylle était trop fort. Non, papa. Si je l'aide maintenant, elle n'apprendra jamais. Elle doit toucher le fond pour pouvoir remonter. Si vous voulez l'aider, faites-le avec votre argent. Pas avec le mien. Il n'a pas insisté. Il savait que j'avais raison. Et surtout, il savait maintenant que je n'étais plus la petite fille qu'on pouvait manipuler. Il avait vu la Porsche. Il avait vu les chiffres. Il me craignait autant qu'il me respectait. De mon côté, la vie a repris son cours, mais en mieux. Libérée de ce fardeau financier de 4 800 € par mois, j'ai pu réinvestir dans mon domaine. J'ai acheté une nouvelle parcelle de terre pour planter des jasmins de Grasse. J'ai embauché 2 assistants pour m'aider au laboratoire.
Mais le plus grand changement était intérieur. Je ne marchais plus la tête basse. Je n'avais plus peur des repas de famille d'ailleurs, je n'y allais plus pour l'instant. J'avais posé mes limites, et elles étaient infranchissables. J'ai appris que Sibylle avait trouvé un travail. Pas comme influenceuse, ni comme styliste. Elle travaillait comme réceptionniste dans un hôtel 2 étoiles. C'était un travail honnête, modeste. Maman disait qu'elle pleurait tous les soirs en rentrant, qu'elle avait mal aux pieds et que les clients étaient méchants. J'ai souri en entendant ça. Bienvenue dans le monde réel, ma sœur. Bienvenue dans le monde où l'argent se gagne, il ne se quémande pas. 6 mois ont passé depuis le grand nettoyage, comme j'aime l'appeler. Je suis assise sur la terrasse de ma Bastide, regardant le soleil se coucher sur mes champs de roses. L'air embaume. C'est la saison de la récolte. Sibylle m'a envoyé une lettre la semaine dernière. Pas un SMS, une vraie lettre manuscrite. Kitri. Je te déteste encore un peu, je ne vais pas mentir. C'est dur ici. Je n'ai plus rien. Mes amis de Cannes ne me répondent plus depuis qu'ils ont su que je n'avais plus d'argent. Je suis seule. Mais, hier, j'ai reçu ma première paie. 1400 €. C'est ridicule par rapport à ce que tu me donnais. Mais c'est à moi. J'ai acheté des chaussures aux enfants. Avec mon argent. Et pour la première fois, je n'ai pas eu peur que la carte soit refusée. Je ne te demande pas pardon, je n'y arrive pas encore. Mais, merci de m'avoir obligé à grandir. Même si tu l'as fait de la manière la plus cruelle possible. Sibylle. J'ai plié la lettre. C'était le début de quelque chose. Pas une réconciliation, non. C'était trop tôt. Mais c'était de l'honnêteté. Et l'honnêteté vaut plus que toutes les villas de Cannes. Quant à moi, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. J'avais passé ma vie à essayer d'acheter l'amour de ma sœur et l'approbation de mes parents. J'avais cru que si je payais assez, si je donnais assez, ils finiraient par voir ma valeur. Mais on n'achète pas le respect. On l'impose. J'ai perdu près de 250 000 € dans cette histoire. C'est le prix d'un bel appartement. C'est une somme folle. Mais cet argent m'a acheté une leçon inestimable. Les limites ne sont pas des murs pour nous enfermer, ce sont des barrières pour nous protéger. Aujourd'hui, quand je regarde mon compte en banque, je ne vois plus de chiffres destinés à combler les trous de quelqu'un d'autre. Je vois ma liberté. Je vois mon avenir. Et si jamais quelqu'un me dit encore « tu ne seras jamais propriétaire », je sourirai. Parce que je sais que je suis propriétaire de la chose la plus précieuse au monde, ma propre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était un voyage difficile, mais nécessaire. Et vous? Avez-vous une Sibylle dans votre vie? Quelqu'un que vous soutenez à bout de bras et qui vous méprise en retour? Si oui, n'attendez pas 3 ans comme moi. N'attendez pas de perdre une fortune. Coupez les ponts. Ça fera mal, oui. Mais la liberté qui vous attend de l'autre côté en vaut la peine. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a donné le courage de dire « non », laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Partagez votre propre expérience dans les commentaires, je les lirai tous. On se retrouve très vite pour une autre histoire de vérité. Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez personne définir votre valeur.